Donc, bonsoir à tous. Ce soir, nous avons une conférence à 3 voix, puisqu'on a le plaisir de recevoir 3 historiens. Marie Bossart, dont les travaux portent sur l'histoire de l'orientalisme savant, en Italie et en Algérie notamment, sur les circulations et l'histoire politique, sociale et culturelle de la Méditerranée au XIXe et XXe siècle. Elle est actuellement maîtresse de conférence à l'université Clermont-Auvergne. Augustin Jaumier, maître de conférence en histoire du Maghreb aux périodes modernes et contemporaines à l'INALCO, qui est actuellement en détachement à Tunis, à l'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Juste une parenthèse en citant son ouvrage qui était paru en 2020, Islam, réforme et colonisation, une histoire de l'ibadisme en Algérie. Et notre troisième voix, Alain Messaoudi, qui est maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Nantes et membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique. Parmi ses nombreuses publications, citons juste Les Arabisans et la France coloniale, 1780-1930, savant, conseiller, médiateur, aux éditions de l'ENS. À signaler également la parution d'ici quelques jours du livre L'orientalisme en train de se faire, une enquête collective sur les études orientales dans l'Algérie coloniale, donc de Marie Bossart, Emmanuel Chourec et Augustin Jaumier, aux éditions de l'EHESS. Puisqu'à partir des archives privées d'un pilier de l'orientalisme français en Algérie, René Basset, cet ouvrage saisit l'orientalisme en train de se faire au quotidien, sur le terrain colonial, dans les salles de classe et jusque dans la confidence des familles. C'est donc une relecture de l'histoire des études orientales en invitant à repenser la notion d'orientalisme depuis l'Algérie coloniale dans la perspective d'une histoire sociale. Donc leur titre de leur conférence ce soir est Orientalisme et colonisation, l'étude de la langue arabe au Maghreb, 1830, les années 1920. Et je leur laisse la parole et vous aurez 30 minutes à l'issue de la conférence pour leur poser toutes vos questions. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Je commencerai par quelques mots de remerciement en notre nom à tous les trois. D'abord pour remercier l'ISM et son directeur Philippe Petria et toute l'équipe qui fait un travail formidable et dire combien nous sommes contents, heureux de participer à ce cycle de conférences publiques qui est une tradition ancienne et qui est comme ça pour nous l'occasion aussi de restituer, de rendre un peu à l'ISM de tout ce qu'il nous a donné, puisque l'ISM a compté dans nos formations, dans nos trajectoires, et que, en l'occurrence, l'ISM a contribué aussi au financement du projet sur Basset. Donc, merci beaucoup. Mes remerciements et nos remerciements aussi donc à la Bulac, autre institution parfaitement essentielle, et qui là aussi a contribué grandement, notamment dans la personne de son directeur scientifique Benjamin Guichard, qui a participé au projet et qui signe un des chapitres de l'ouvrage. Nous avons aussi organisé de nombreuses séances de séminaires dans les locaux de la Bulac et nous sommes infiniment reconnaissants. Orientalisme et colonisation, l'étude de la langue arabe au Maghreb de 1830 aux années 1920. Il y a 2 semaines, j'étais dans le sud algérien où je présentais l'ouvrage que Sophie vient de citer, un ouvrage donc publié en 2020 sur l'histoire d'une de ces régions du sud de l'Algérie. Je présentais cet ouvrage auprès des dépositaires de l'histoire qu'il raconte et la question des motivations, de mes intentions comme chercheur est souvent revenue dans les discussions. Notamment, un des chirs de la ville de Guérara m'a demandé si je faisais de l'istishraq, de l'orientalisme, ou si je faisais un travail scientifique, ou encore autre chose, avec un air suspicieux. Alors en l'occurrence, il ne m'avait pas lu, et un bel échange s'en est suivi, mais j'ai pensé commencer par cette anecdote, parce qu'elle est intéressante, elle pointe d'emblée la polémique, la difficulté à faire comprendre le sens de nos travaux en art culturel aujourd'hui, et puis surtout les polémiques autour de l'orientalisme du 19e, de la période coloniale notamment, et elle permet donc de pointer d'emblée la dualité du sens, les 2 sens qui sont attachés à ce terme d'orientalisme sur lequel réfléchit notre conférence. Dans une première acception,
celle des savants orientalistes, une acception qui a émergé autour de 1800. Le terme orientalisme désigne un domaine savant, un domaine d'étude qui s'appliquait à l'étude donc de l'Orient, d'un espace approximatif courant des Balkans à l'Océanie. Ce courant, ce champ d'études avait des fins à la fois pratiques et érudites. Ces études orientales étaient marquées par une approche philologique, l'étude de textes originaux, une connaissance approfondie des langues indigènes et aussi une certaine apesanteur disciplinaire. La seconde acception, et qui est celle à laquelle adhère le Shir qui m'a interpellé, c'est celle qui a été théorisée par Edward Said dans Orientalism, cet ouvrage bien connu de 1978, qui redéfinit, qui procède à une véritable redéfinition de l'orientalisme comme un discours de domination de l'Occident sur cet Orient. Et vous connaissez tous cet ouvrage qui est tout à fait fondateur, notamment pour les études postcoloniales, et qui pose des difficultés puisque cette définition de l'orientalisme est tout à fait monolithique. Elle englobe différents types d'études, différentes périodes, des expressions littéraires, artistiques et des productions savantes, et elle impute la responsabilité à cet orientalisme, donc d'avoir causé et servi l'impérialisme occidental, impérialisme qui est tout aussi monolithique. Cette notion a ainsi créé les conditions d'une polémique qui perdure. Et le dialogue est compliqué entre les tenants de la première et les tenants de la seconde définition. Pour notre part, nous avons essayé, alors je dis nous dans cette conférence, mais c'est aussi dans l'ouvrage L'orientalisme en train de se faire, donc qui paraît dans quelques semaines et qui porte sur la question de l'orientalisme dans l'Algérie coloniale à partir donc des archives de René Basset, arabisant, berbérisant, doyen de la faculté des lettres d'Alger, mort en 1924. Donc dans cet ouvrage et dans cette conférence, nous essayons de dépasser un peu cette aporie en pensant, en essayant de réfléchir vraiment à ce que devient l'orientalisme quand il se fait effectivement colonial, donc en dépassant cette définition un peu floue de l'impérialisme pour voir vraiment comment, dans le moment colonial au Maghreb, quel visage a pris l'orientalisme, quelle tournure il a pris. Un petit rappel, ce moment colonial au Maghreb commence en 1830, d'où notre date de départ de la conférence. 1830 jusqu'à la fin du XIXe siècle, la conquête de l'Algérie. 1881, la conquête de la Tunisie qui est mise sous protectorat. Et 1912, le protectorat au Maroc. Et donc ici, nous allons appréhender cette question de l'orientalisme à travers plus spécifiquement le domaine des études arabes, donc l'ensemble des travaux qui ont pris la langue, les cultures arabes du Maghreb pour objet d'étude durant cette période coloniale. Il s'agit donc d'essayer d'historiciser, de sociologiser ce qui advient de l'orientalisme dans ce contexte, voir comment les savants ont tiré parti d'une situation d'essor extraordinaire, d'un effet d'aubaine, puisque en effet il y avait une demande très forte du pouvoir colonial de développer les études et l'enseignement de l'arabe, mais comment aussi les travaux qui ont été produits dans ce contexte ne peuvent pas nécessairement se réduire à des relations de domination. Réfléchir aussi peut-être aux effets épistémologiques de cette situation coloniale. Qu'est-ce que cette proximité notamment du terrain, qui est très extraordinaire au Maghreb, a fait à l'orientalisme, et puis aussi quelle place les locuteurs natifs, les Algériens, Marocains, etc., ont pu jouer dans ces études. Alors évidemment, en une heure, la conférence ne sera pas exhaustive. Vous nous pardonnerez un propos sans doute souvent centré sur l'Algérie, mais nous espérons que ça donnera déjà de bonnes pistes de réflexion.
Nous sommes trois, nous avons donc 3 parties. Alain commencera en présentant l'état des savoirs sur la langue arabe au début de la période coloniale et les premiers développements. Marie prendra le relais à partir de 1870, dans un deuxième temps, pour plutôt travailler sur la question de l'institutionnalisation des études arabes et de leur effet épistémologique. Et enfin, je vous parlerai de la place des locuteurs natifs durant toute cette période dans ces études. Alain, la parole est à toi. Merci. Donc je vais présenter quelques éléments sur cette première période donc des années 30, en rappelant peut-être la situation de la connaissance donc de l'arabe en France lorsque l'occupation d'Alger et ensuite donc une occupation qui va s'élargir donc au territoire de l'actuelle Algérie. À partir de quelles connaissances comment le contact va se faire entre donc ces Français et ce terrain et ces réalités matérielles de l'Algérie, et donc en donnant quelques éléments donc sur l'évolution entre 1830 et 1870, au-delà donc de cette période dite du royaume arabe, qui en réalité n'est pas du tout une innovation du Second Empire, mais donc les logiques qui sont présentes sous le Second Empire et qui sont associées généralement à l'idée de royaume arabe et donc plutôt d'une arabophilie, donc sont déjà présentes dans les années 30 sous la monarchie de Juillet. Alors peut-être premier point, pour rappeler que la connaissance de l'arabe, ce n'est pas du tout une connaissance des parlers maghrébins qui est prédominante à Paris en 1830. C'est une connaissance qui à la fois est liée à des usages diplomatiques avec les jeunes de langue, qui est aussi à la fois liée à une tradition humaniste, donc l'arabe comme langue écrite, comme à la fois langue donc d'une littérature ancienne et langue du Coran, qui ne prépare pas nécessairement ces Français à comprendre le parler, les usages qu'ils vont rencontrer en Algérie et à Alger. D'autant que le contact avec la langue parlée se fait surtout avec les parlers orientaux. Il faut se rappeler qu'il y a une connaissance du terrain très très rapide, très courte, donc avec l'expédition d'Égypte, donc entre 1798 et 1901, mais qui a un impact en France même, puisque avec le retour des armées françaises, on aura aussi toute une série de réfugiés égyptiens, en réalité généralement des chrétiens, qui vont être installés à Marseille et à Paris et qui vont fournir des auxiliaires dans ce développement de la science arabe qui est incarnée par Sylvestre de Sacy, qui, depuis 1795, est titulaire de la chaire d'arabe dans la nouvelle école des langues orientales. Donc les Maghrébins sont très minoritaires. Ça ne veut pas dire qu'ils soient absents de Paris. Donc il y a 2 figures, de Paris ou de Marseille d'ailleurs, 2 figures dont on peut signaler le nom, la famille Boudherba à Marseille plutôt, qui donneront ensuite donc des interprètes et donc des collaborateurs des Français, une famille de Maures d'Alger. Donc c'est par le commerce qu'il y a cette présence maghrébine. À Paris, le personnage le plus illustre, c'est un certain Abraham Daninos, connu pour être le fondateur du théâtre en langue arabe, puisqu'il va écrire une pièce donc un peu plus tard, à la fin des années 1840, je pense. C'est la première pièce écrite en langue arabe. C'est un juif d'une famille livournaise, donc d'Alger, et qu'on trouve comme marchand de bijouterie dans le Marais dans les années 1820, et qui lui aussi va ensuite servir les autorités françaises. Lorsqu'il y a l'expédition, donc le gros de la troupe des interprètes n'est pas formé de maghrébins, ou en tout cas d'arabisants ayant connaissance des parlers maghrébins. On pourrait dire qu'il y a un tiers plutôt de levantins, certains d'ailleurs recrutés parmi les anciens réfugiés égyptiens, un tiers de jeunes Français qui sont frais et moulus de l'école des langues orientales, donc qui ont une connaissance livresque de l'arabe, mais pas du tout des parlers. Et puis, c'est un tout petit tiers
composée de Maghrébins, la plupart ayant été recrutés d'ailleurs à travers Tunis, puisque donc c'est en fait par l'intermédiaire du consulat de France à Tunis qu'on va trouver quelques Maghrébins, essentiellement d'ailleurs plutôt des Juifs d'Afrique du Nord. Ce qui pose un problème donc sur le terrain même, il faut un temps d'adaptation et avec une nécessité aussi de produire assez rapidement donc des manuels qui vont permettre à ceux qui arrivent dans un second temps de pouvoir utiliser un arabe pratique permettant de contrôler, d'administrer, de faire la police et de communiquer. Peut-être que je fasse attention à l'heure, mais donc à Alger, très rapidement est installée donc une chaire d'arabe qui est occupée en fait par un Levantin, un certain Johanni Pharaon, qui n'est pas du tout un savant, et assez rapidement il va être dégommé par un élève de Sylvestre de Sacy, un certain Brégnier, qui lui donc a tout à fait la formation grammaticale en arabe littéraire, donc un certain purisme, et qui va rester très longtemps donc à Alger, en fait jusqu'à sa mort en 1867, et donc qui va aussi produire d'une part un enseignement, mais aussi des ouvrages qui vont servir donc à ces nouveaux arrivants, essentiellement des militaires, et puis dans un second temps aussi des civils, qui vont donc pouvoir, à partir de cette chaire public d'Alger, donc faire l'apprentissage de la langue arabe sur place, donc avec donc une connaissance théorique, si vous voulez, ou en tout cas de la langue écrite à travers ses cours et ses manuels, et parallèlement, donc par la pratique, par le contact avec les populations, donc se former dans la langue, dans les parlers. Alors de ces manuels, à côté en fait de cette chaire et de cette formation assez solide d'un point de vue, si vous voulez, d'un point de vue scientifique, on a aussi toute une série de petits ouvrages produits par des interprètes qui vont être assez rapidement dénigrés ou en tout cas méprisés par les arabisants de profession, mais qui resteront en usage jusqu'au début du XXe siècle, que ce soit donc les principes de l'arabe de Laporte ou un petit ouvrage de Roland de Bussy, donc qui sont des interprètes civils et qui restent donc en usage, en même temps d'ailleurs aussi qu'une interrogation, enfin en tout cas un intérêt pour la grammaire arabe. Donc Brégnier, j'aurais dû le dire avant, va éditer Al-Ajurumiyya, donc s'intéresser aussi à la façon dont les Arabes, disons, réfléchissent à leur propre langue. Donc, comme image, donc, on a cet exemple de sceaux donc, qui ont été récoltés par Brégnier. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit donc, là des militaires qui se font réaliser donc, des sceaux en arabe, ce qui marque bien cette arabophilie. Et donc, sur la même image, je vous ai aussi mis la page de titre du Mubashir, donc qui va être le journal officiel en fait des autorités françaises. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a dans un premier temps donc un journal officiel qui fait un tout petit peu de place à l'arabe en 1832, et puis ça s'efface. Il faut attendre 1847 pour avoir donc un journal officiel en langue arabe. Et là se pose la question de quel arabe, et est-ce qu'il faut donc une langue qui soit véritablement une langue littérale, qui ne prennent pas du tout en considération les usages locaux? Est-ce qu'il faut promouvoir des parlers et en faire une langue moderne et en fait faire passer à l'écrit les parlers? Ou est-ce qu'on adopte une solution médiane en créant en fait une sorte d'arabe moderne algérien? Et c'est le choix qui est fait par les rédacteurs du Mubashir. En fait, ce sont des questions qui se posent beaucoup plus généralement, on pourrait faire le parallèle avec tous les débats qui ont lieu en Grèce au XIXe siècle entre les tenants donc des parlers, du démotique, les tenants d'une langue classique reprise en fait du grec ancien, ou les tenants de la katéré voussa, donc de cette langue médiane qui va être la langue officielle, donc jusqu'aux années 1970, jusqu'à la fin des colonels. Donc là, c'est ce type de questions qui se posent aussi en Algérie.
Ça se pose aussi d'un point de vue scolaire, et je regarde, je ne veux pas dépasser mon temps. Non, ça va encore. Donc, d'un point de vue scolaire, donc on va avoir aussi la question de l'apprentissage ou de l'arabe comme langue scolaire, non seulement pour les Européens, donc pour les adultes, puis ensuite la deuxième génération pour les enfants, donc à partir des années 1840-50. Donc, est-ce qu'il est nécessaire de leur apprendre l'arabe et quel arabe? Alors, pour ce qui est si c'est quelque chose, des choix en fait qui vont avoir un impact à très très long terme. Il y a en fait une présence de la langue arabe dans les établissements secondaires et au lycée d'Alger, puisque jusqu'en 1848, la seule langue vivante qui est enseignée au lycée d'Alger, c'est l'arabe, sachant qu'en fait l'enseignement des langues vivantes jusqu'en 1848 n'est pas un enseignement obligatoire, c'est un enseignement facultatif, mais si on a une langue vivante, on ne pourra pas apprendre l'allemand, l'italien, ce sera l'arabe. Mais ça reste en fait limité à une élite, puisque la plupart de ces Européens qui immigrent en Algérie ne vont pas fréquenter les collèges et les lycées. Et le problème qui se pose, c'est la question de l'arabe dans les écoles primaires. Et là, de fait, dès avant, on en parlera après 1870, ce sera encore beaucoup plus net, mais à l'école primaire, pour les populations immigrées, venues de Malte, d'Italie, l'important, c'est de les franciser, puisque le français n'est pas la langue usuelle de ces populations immigrées, et donc finalement, c'est le français, standard, c'est là-dessus que va porter l'effort, et non pas sur un enseignement de l'arabe dans les écoles primaires. Se pose donc cette question aussi de l'enseignement des populations dites indigènes. Et là, une création va être importante donc, après l'instauration de la Seconde République en 1848. Donc 1848, ce qui peut apparaître un peu paradoxal, ce n'est pas nécessairement une très bonne nouvelle pour l'arabe. Pourquoi ? Parce que l'arabe est associé à l'aristocratie, à la noblesse, et donc on aura des républicains radicaux, dont le célèbre docteur Baudichon, des exterminateurs, pour qui l'arabe est une langue donc, qui est vouée à la disparition comme étant liée en fait à une langue aristocratique. Mais cependant, ces républicains radicaux ne sont pas, heureusement, pour la langue arabe majoritaire. Et assez rapidement, donc, cette république va décider d'instaurer de ce qu'on a appelé les écoles arabes françaises, donc de développer un enseignement primaire à destination des élèves musulmans, mais des classes qui peuvent être aussi ouvertes à quelques Européens qui se trouvent dans ces quartiers et dont les parents veulent en fait qu'ils apprennent très très jeunes la langue arabe. Donc une quarantaine d'écoles vont ouvrir entre 1850 et 1870, donc avec un effet. L'idée, c'est qu'il faut attirer les enfants musulmans qui répugnent à entrer dans l'école française, et donc on va leur donner un enseignement le matin avec l'instituteur, le directeur de l'école, donc un Français qui a une connaissance de la langue arabe, assisté donc d'un taleb, souvent en fait repris des anciennes structures d'enseignement. Et donc l'après-midi, l'enseignement est un enseignement coranique, et le matin, donc c'est un enseignement français, d'une école primaire française, mais avec les explications qui se font en arabe. Et donc ces écoles vont disparaître en fait lorsque le pouvoir civil va l'emporter. Et donc là, ce qui est aussi donc très important, c'est finalement le développement de la colonisation de peuplement et le développement aussi finalement d'une république, d'une démocratie qui se fait, qui est limitée en fait aux populations européennes et qui donc va être avec des élus, des communes, des maires qui vont être finalement très peu intéressés, voire même un peu réticents au développement de l'enseignement de la langue arabe. Donc là, quelques images de cette tournée photographique de Moulins en 1857. Donc vous avez, là c'est l'école de garçons, avec à la fois le cours du matin qui est délivré, alors je ne sais jamais si c'est le matin ou l'après-midi, donc en présence du directeur de l'école. Donc là vous voyez le tableau noir, mais on le voit très mal ici, mais on a à la fois aussi de l'arabe et du français, et puis l'enseignement traditionnel, alors qui n'est pas si traditionnel que ça, parce qu'on a quand même une table
et qui est représenté dans la photo de droite. Et je vous ai aussi quand même mis des photographies de l'école de Madame Luce, donc pour évoquer tout de même la question de l'enseignement féminin, où là, c'est un enseignement qui laisse beaucoup moins de place à un enseignement théorique ou littéraire, mais où il est quand même, on peut y voir de la graphie à la fois en langue arabe et en langue française. Je vais peut-être dire... non, je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel de ce que je voulais dire. Donc peut-être quand même cette idée, donc, dans cette génération des années 1840, chez les militaires, on a encore un idéal de fusion des peuples, hein, donc avec la question de la fusion des peuples, quelle langue pour cette synthèse, pour cette palingénésie qui pourrait se réaliser en Algérie. Pour beaucoup d'entre eux, c'est tout de même donc finalement une sorte de bilinguisme, enfin de plurilinguisme, et donc l'idée d'une Algérie qui pourrait être arabe-française, hein, qui reste encore très vivante jusqu'aux années 1860. Merci. Alors, je prends le relais au tournant des années 1870-1880, puisque c'est à partir de cette décennie, donc notamment les années 1880, que l'étude de l'arabe se transforme dans la mesure où elle commence à se faire dans le cadre d'une transformation des institutions savantes de la colonie qui prend la forme d'une universitarisation. Et cette étude se caractérise également par le caractère volontariste de la politique qui est menée par la Troisième République et par les autorités coloniales en Algérie. Donc ce que je vais expliquer dans ce second temps de notre présentation, c'est le versant colonial de l'étude de la langue arabe en restituant le point de vue des colonisateurs qui s'efforce de s'imposer comme le seul valide scientifiquement. J'expliquerai en quoi. Alors, une étape importante pour l'étude de l'arabe consiste dans la création des écoles supérieures, donc 4 écoles de médecine, de droit, de sciences et de lettres à Alger en 1880. Ce sont des établissements d'enseignement supérieur qui vont ensuite devenir, à partir de 1909-1910, l'université d'Alger. Ces nouvelles institutions sont elles-mêmes rapidement dotées de nouveaux bâtiments. Donc vous voyez sur la diapositive le Palais des Écoles qui est inauguré en 1887 et qui accompagne à Alger l'émergence d'un nouveau quartier scientifique qui est distinct des centres précédents musulmans, algériens de production des savoirs qui sont plutôt situés dans la vieille ville. Sur la question d'Alger comme capitale savante, je renvoie à la thèse en cours de Margot Stemelin. Alors l'arabe, et notamment l'arabe parlé, est enseigné à l'école des lettres, dans la section orientale de cette école des lettres, qui est conçue à la fois comme un prolongement en Afrique du Nord des écoles françaises de Rome et d'Athènes, comme également un prolongement sur le terrain maghrébin de l'école des langues orientales et comme un lieu de formation des futurs cadres de l'Algérie coloniale. Alors, je le disais, cet enseignement de l'arabe est à replacer dans le cadre de la promotion, d'une promotion de l'arabe, mais aussi du berbère, par la Troisième République et les autorités coloniales. C'est Alain qui a étudié ces questions dans son ouvrage. Cette promotion se traduit notamment par la mise en place de brevets, de diplômes, de certificats d'aptitude à l'enseignement. Donc, par exemple, les brevets et les diplômes d'arabe sont mis en place en 1882. Donc, ce sont toute une série de diplômes qui sont mis en place dans cette décennie. Et cet enseignement avait déjà commencé à être encouragé auparavant par un système de primes, hein, qui sont peu à peu distribuées à différentes catégories de professionnels. Et ces efforts débouchent sur un moment important qui est la création de l'agrégation d'arabe en 1906. Et puis ensuite, plus tard, on en a la réfraction dans la création d'une chaire d'arabe maghrébin aux langues orientales en 1920. Donc, qui est un peu ce qui achève ce cycle. Alors, bien sûr, l'arabe continue à être enseigné dans d'autres établissements, à la fois à Alger et en Algérie, c'est ce que disait Alain, et notamment dans les lycées
et les médersas, qui connaissent à cette période des réformes importantes qui vont dans le sens d'un contrôle plus strict de la part des autorités coloniales. Je pense que Augustin en dira un mot. Alors, c'est au sein de l'école des lettres dont je parlais que prend forme à la fin du siècle, dans les deux dernières décennies du siècle, un groupe de savants réunis autour de René Basset, qu'on a déjà mentionné, et qui est appelé communément l'école d'Alger. Donc c'est une appellation informelle, un groupe dont l'objectif est de conduire l'étude scientifique, donc là je reprends les termes des principaux intéressés, des parlers arabes et des parlers berbères. Donc, on l'a dit, René Basset est spécialiste à la fois d'arabe et de berbère. Il est d'origine lorraine et après s'être formé à Paris, il arrive justement à Alger au tournant des années 1880 puisqu'il obtient un poste à la faculté des lettres. Et progressivement, il rassemble autour de lui un cercle de disciples qui le reconnaissent comme leur maître. Ce sont les termes, par exemple, que l'on trouve dans son importante correspondance. Et à côté de ce cercle de disciples, tout un réseau d'élèves dispersés en Algérie que Basset et ses collègues n'hésitent pas à mettre à contribution pour mener à bien ce vaste projet scientifique. Ce projet scientifique consiste à relever et étudier l'ensemble des parlers arabes et berbères du Maghreb, ce qui a été assez peu fait jusqu'alors, dans la mesure où l'accent a plutôt été mis dans les études orientales, j'entends ici en métropole, sur l'arabe classique. Donc il y a aussi ici un effet de niche, un terrain scientifique à occuper. Et bien entendu, cet intérêt pour les parlers, c'est ce que disait Alain, pour ce qu'on appelle alors les dialectes, est étroitement lié au contexte colonial et aux besoins pratiques de l'administration coloniale. Et donc, par ce projet, ce qu'entend faire l'école d'Alger, c'est concurrencer directement Paris, donc concurrencer l'école des langues orientales, et ce faisant, s'imposer sur la scène orientaliste française, mais également européenne, dans la mesure où René Basset et les disciples qui l'entourent correspondent avec des savants de l'Europe entière. Donc c'est un projet intellectuel de grande ampleur. Ce projet, on peut le résumer dans ce que l'un des membres de l'école d'Alger écrit au moment du congrès des orientalistes qui est organisé à Alger en 1905. C'est la première fois qu'un congrès des orientalistes est organisé hors d'Europe. Lorsque Edmond Doutet écrit « Il appartenait à l'école d'Alger d'appliquer à l'étude scientifique de la langue arabe les nouvelles méthodes de la linguistique moderne ». J'en dirai un mot un peu plus tard. À vrai dire, elle a longtemps tardé à s'orienter dans cette voie, mais il y a quelques années, elle s'y est engagée résolument. Monsieur Marcet, avec son dialecte arabe de Tlemcen, Monsieur Bell dans sa Jazaya, l'auteur de Céline, dans un mémoire sur un texte oranais, ont presque simultanément commencé à mettre en lumière les lois qui régissent l'arabe vulgaire. Alors, on a ici un projet scientifique, mais bien entendu, la colonie constitue le cadre de ces recherches. Et plus que le cadre de ces recherches, elle représente aussi une opportunité pour ces savants, dans la mesure où ils répondent à des besoins en termes pédagogiques, en matière donc d'enseignement, de formation, également de production d'outils linguistiques. Alain expliquait que c'était un enjeu. Ces savants ont aussi la possibilité de faire carrière, puisqu'il y a justement des besoins, puis des institutions qui sont mises en place, je le disais, mais ils ont aussi, et c'est un élément essentiel, un accès direct au terrain. Un accès direct au terrain, c'est-à-dire la possibilité d'effectuer des missions assez facilement, mais également de mettre à profit les réseaux éducatifs, administratifs, qu'ils se constituent au fil du temps. Et j'en donnerai deux petits exemples. Le premier, c'est celui de William Marcet, qui est l'une des principales figures de l'étude de l'arabe maghrébin, qui enseigne un certain temps à la médersa de Tlemcen, dans l'ouest de l'Algérie, et qui, pour réaliser ses enquêtes, s'appuie sur la collaboration de ses élèves et de ses anciens élèves à la médersa, mais aussi qui s'appuie sur les échanges qu'il peut mener avec les individus
que ces fonctions, à la fois pédagogiques et administratives, l'amènent à côtoyer, donc des fonctionnaires musulmans, par exemple. Alors, ce sont des informations que l'on peut retracer à partir des indications que William Marsay donne lui-même dans ses publications, et en particulier les indications qu'il donne sur ses informateurs dans le dialecte arabe parlé à Tlemcen, qu'il publie en 1902 et qui est considéré comme un ouvrage de référence à cet égard. Donc on voit ici comment est mobilisé un réseau qui est à la fois éducatif et administratif. Et la question de la manière dont on peut retracer ces informateurs sera plus largement développée ensuite par Augustin. Mon deuxième exemple porte plutôt sur la manière dont se croisent le travail pédagogique et la recherche scientifique. Et cet exemple, c'est celui de Joseph Desparmé, qui est l'auteur d'un manuel d'arabe publié en 2 volumes en 1904-1905. Donc Alain, tu disais l'importance de cette question des manuels. Joseph Desparmé est professeur d'arabe au lycée de Blida. Alors ce manuel est destiné à remplacer justement tous ces manuels antérieurs, devenus justement caducs, en intégrant les recherches menées par les savants de l'école d'Alger, mais aussi par Joseph Desparmé lui-même sur son terrain local et dans la région. Plus précisément, je le cite, dans les cafés, dans les écoles d'enfants, dans les chambres des nourrices ou sur les terrasses des maisons mauresques. Je cite aussi un autre passage, en fouillant les cafés morts et les recueils des médas pour trouver des morceaux de littérature populaire. Donc ce manuel est destiné aux écoles de la colonie. Et progressivement, il s'impose comme un manuel de référence, mais c'est aussi une tentative de formaliser un arabe maghrébin médian standardisé. Donc cette question de la standardisation que l'on retrouve ailleurs sur le continent africain, je pense par exemple aux travaux de Cécile Van den Haven sur les langues mandingues, donc cette tentation standardisante se retrouve ici dans les travaux de Joseph Desparmé, qui se situe à l'entrecroisement des activités savantes et des activités pédagogiques. Je peux dire encore. Parfait. Donc je terminerai avec un dernier point sur le caractère scientifique de ces travaux et puis de ce projet collectif, puisque le cadre colonial et la possibilité pour ces savants de mobiliser des réseaux coloniaux, pédagogiques, éducatifs, administratifs, etc., n'est pas contradictoire avec le fait que l'école d'Alger porte un projet scientifique original et j'essaierai dans ce dernier temps justement de dire un mot de la nature de ce projet, c'est-à-dire d'éclaircir la formule appliquée à l'étude scientifique de la langue arabe, les nouvelles méthodes de la linguistique moderne. Alors le premier élément important, c'est que ce que s'efforce de faire René Basset et ses disciples, c'est d'abord d'introduire le paradigme comparatiste, alors dominant en Europe, dans l'étude des parlers maghrébins, arabes et berbères. Donc ce cadre comparatiste, ce paradigme comparatiste, est vraiment le paradigme dominant de leurs travaux. C'est un cadre théorique auquel René Basset a été formé lors de ses études à Paris. Et ce projet comparatiste explique le caractère exhaustif du relevé des parlers qui est effectué dans la région par Basset et ses disciples. Est-ce que tu veux bien remettre la carte, s'il te plaît ? Donc ici, dans le cadre d'un chapitre qu'on a écrit avec Augustin et Caroline Hémin dans l'ouvrage L'orientalisme en train de se faire, on a essayé justement de relever l'ensemble des terrains occupés en proposant une photographie dans la première décennie du siècle, donc les terrains étudiés par l'école d'Alger. Donc, un projet qui se veut exhaustif pour mener à bien une étude comparatiste. Ce projet scientifique passe aussi par une stratégie de publication qui marque la volonté de l'école d'Alger de marier l'orientalisme et les sciences sociales qui sont alors en cours de formation ou de renouvellement. Donc cela passe en particulier par une stratégie de publication dans des revues qui ne sont pas seulement des revues orientalistes,
mais aussi des revues de linguistique, par exemple. Et de la même manière, toute une partie des membres de l'école d'Alger est affiliée à la Société de linguistique de Paris et à des institutions qui travaillent sur la linguistique. Donc une volonté de sortir de l'orientalisme justement pour dialoguer avec d'autres types de savoir. Cela passe donc par la constitution d'une méthode, une méthode proposée comme commune, qui réfléchit par exemple sur la manière dont doit être conduite une mission de terrain, dont doivent être choisis et citer les informateurs à partir desquels sont réalisés les travaux linguistiques. Et l'élaboration de cette méthode, considérée comme la seule valide scientifiquement, passe aussi par la disqualification du savoir produit par les savants maghrébins dès lors qu'ils n'entrent pas dans ce cadre, alors même, comme Augustin va le montrer, que ce savoir est bien vivace à cette époque. Très belle transition, merci. Où sont donc les Algériens, où sont donc les locuteurs natifs dans ces études arabes? Alors dans ce troisième temps, je m'appuie en bonne partie sur deux chapitres de l'ouvrage, un chapitre rédigé par Gabriel Malek et Alain Messaoudi, et un autre par Anna Damon et moi-même. Je vais essayer de reprendre un peu ici ce qui est devenu une des questions dans le débat autour de l'orientalisme, qui est la question de la place des orientaux dans l'orientalisme. Sont-ils uniquement des objets du savoir orientaliste? Ont-ils été des contributeurs? Alors on a montré, notamment pour la période moderne, qu'ils étaient des contributeurs à part entière. On a aussi déjà mis en avant, dans le cas du Maghreb, quelques figures saillantes, mais globalement leur rôle dans le développement de l'orientalisme colonial reste assez mal connu, et donc nous avons essayé d'apporter un peu une pierre à cet édifice, notre contribution. Alors, on a essayé d'apporter notre contribution, mais c'était pas évident parce que nous avons travaillé à partir de la correspondance de René Basset, et dans cette correspondance, en réalité, des correspondants algériens sont très rares. Donc sur une carotte de 1903-1906, sur laquelle nous avons particulièrement travaillé avec les étudiants, les correspondants algériens ne signent que 3% des lettres. Donc vous voyez, c'est tout à fait maigre. Pourtant, les Algériens ne sont pas absents. Donc ils signent quelques lettres, ils sont mentionnés dans d'autres, et puis on peut retrouver leurs traces par ailleurs. Puisque malgré donc cet effacement qui est le reflet de la violence symbolique, juridique du contexte colonial, en réalité, on se rend compte quand on travaille sur cette question que des locuteurs natifs sont présents à peu près toutes les étapes de la chaîne de production du savoir orientaliste, que ce soit les études arabes ou les études berbères, quand bien même cette collaboration se fait dans un cadre hiérarchique assez rigide. Alors peut-être un premier point, quelles sont les fonctions, quelles sont les institutions dans lesquelles on trouve ces locuteurs natifs. Alors, je vais commencer par reprendre un peu ce que Alain a dit tout à l'heure. En fait, on en trouve dès 1830, et en 1830, ils sont dans cette fonction principalement d'interprètes militaires. Alain l'évoquait, donc des Égyptiens qui avaient participé à l'expédition d'Égypte et qui avaient ensuite fui vers Marseille, et puis un petit tiers donc des interprètes qui sont des Maghrébins, donc soit des Juifs, soit des Maures, donc des citadins de Tunis ou d'Alger. Progressivement, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand l'occupation devient permanente, il est clair qu'elle devient permanente vers 1838, par là. Les chrétiens orientaux qui avaient participé à l'expédition d'Égypte sont de plus en plus appelés à partager leurs fonctions avec des locuteurs natifs, juifs ou musulmans. Et puis, je l'évoquerai plus tard, mais la composition en fait de ce corps va fortement évoluer. Donc, les fonctions d'interprète. Deuxième fonction dans lesquelles on trouve des Algériens, qui là est tout à fait informelle, c'est celle de répétiteur privé, de traducteur de façon informelle. Alors là, je m'appuie aussi sur le travail d'Alain qui a montré, c'était à propos des
Donc vous savez, de ces fameux officiers arabisants des bureaux arabes, hein, dont en réalité l'arabophonie n'est pas toujours si nette. Alain a montré hein, que beaucoup d'entre eux ont appris l'arabe par la fréquentation d'Algériens, d'enseignants sur place. Donc par exemple, il évoque un Léon Roche qui affirme avoir appris l'arabe à Alger auprès donc d'un Abdelrazak Ben Basset, un ancien secrétaire donc d'un ministre du Dey, ou bien les mémoires donc d'un homme devenu par la suite ministre de la guerre, hein, François Charles du Barail, qui raconte de façon postérieure comment en 1835 il a appris l'arabe avec un prisonnier de son père qui du coup participait déjà à la conquête. 70 ans plus tard, la situation n'est de ce point de vue pas si différente, hein, puisque Basset recommande à ses élèves qui ne sont pas encore suffisamment chevronnés en arabe de prendre un répétiteur algérien. À côté de cela, on voit une institutionnalisation, on a déjà utilisé ce mot plusieurs fois, qui a des effets, puisque à mesure que la colonisation s'approfondit, les occasions d'apprendre l'arabe par un contact quotidien avec les indigènes s'amenuisent, avec les Algériens, s'amenuisent, notamment dans les grandes villes. Et on va retrouver plutôt, dans la correspondance de Basset, en fait, la plupart de ces correspondants sont plutôt des enseignants dans des écoles, dans des établissements institués, et qui occupent un vaste éventail de postes et de statuts. Donc on en trouve une poignée dans l'enseignement supérieur. Alors ils peuvent être enseignants, en général plutôt des chargés de cours, à l'école des lettres, ou bien à l'école normale de la Bouzarea qui forme les instituteurs. Quelques-uns, une poignée aussi, sont dans l'enseignement supérieur en métropole, donc des Algériens partis en France, où ils enseignent, donc par exemple, Abdelaziz Zenaghi, qui est répétiteur indigène, un statut qui a été créé en 1871, si mon souvenir est bon, à l'école des langues orientales à Paris, ou bien Ben Ali Fekkar, qui lui enseigne dans le cadre d'un enseignement colonial de l'arabe à la Chambre de commerce de Lyon. Certains exercent aussi dans le secondaire, et là on les retrouve surtout dans ces établissements secondaires à destination des étudiants dits musulmans, donc principalement les médersas, donc ces 3 médersas supérieurs de Constantine, Tlemcen et Alger, qui forment les fonctionnaires musulmans pour le culte, la justice et aussi l'interprétariat. Et enfin, on en trouve quelques-uns dans l'enseignement secondaire public, destiné principalement aux Européens. Donc, par exemple, Ben Abdelrahman, qui est professeur de collège à Tlemcen, ou une institutrice, Yamina L'Arab. Et, last but not least, des enseignants dans les mosquées du culte, des enseignants salariés par l'État pour donner des cours soit de grammaire arabe, soit de fiqh, soit de kalam, dans les mosquées financées par l'État français. Donc vous voyez une grande diversité d'institutions et globalement des Algériens qui sont cantonnés à des positions dans un enseignement de bas niveau et non pas dans l'enseignement supérieur. Dans les correspondants de Basset, on trouve beaucoup moins d'interprètes. Et je l'expliquerai un peu plus tard, et surtout des interprètes qui sont tous des Algériens musulmans et non plus des Juifs. En effet, en regard de la période moderne et des premières décennies de la colonisation, les minoritaires juifs et chrétiens en fait ont déserté cette profession. On ne les trouve plus à partir des années 1880. En réalité, ils ont connu des trajectoires d'insertion dans la société coloniale qui leur ont donné accès à d'autres métiers et qui parfois même leur ont fait perdre la maîtrise de l'arabe. C'est notamment le cas des populations juives. Et donc, ils ont d'autres voies de promotion et on ne les trouve plus dans ce type de métiers liés à la langue. Enfin, dans les correspondants de Basset, on trouve tout simplement aussi une catégorie des gens qui n'occupent pas de fonction mais qui sont curieux des études arabes. Donc certains Algériens qui s'intéressent aux travaux menés à l'école d'Alger. Donc c'est pour cela qu'il y a cette lettre
qui illustre le type de document qu'on trouve dans le fond, mais qui montre aussi plus spécifiquement, ici la demande d'un cadi de Tlemcen. Donc le cadi, celui-là c'est celui de Constantine. On en a deux en fait. Au moment du congrès des orientalistes en 1905, deux cadis écrivent à Basset pour témoigner de leur intérêt pour ce congrès. Donc un premier, le cadi de Tlemcen, Abou Bakr, qui lui écrit en arabe. Et c'est intéressant parce qu'il évoque d'abord al-Mu'tamar al-Lughat al-Sharqiyya, donc le congrès des langues orientales, et il l'évoque ensuite comme un congrès de linguistique, al-Mu'tamar al-Lughawiyya, pour lequel il s'intéresse et auquel il évoque ses propres travaux sur l'arabe et le syriaque. Et puis on a donc ce cadi ibadite de Constantine, qui, vous voyez, écrit lui en français, mais qui signe malgré tout en arabe avec son sceau. Donc un éventail assez large d'Algériens qui peuvent s'intéresser à ces travaux, même si en réalité quantitativement ce sont évidemment des individus très isolés. Très isolés parce que à mesure que l'institutionnalisation de ces études arabes s'est renforcée, une hiérarchisation très forte a été de pair. Alors, dans le cas des interprètes militaires, Alain l'a montré très nettement dans son livre, c'est la réforme qui est menée en 1845, qui réorganise ce corps des interprètes, qui conduit à en exclure de facto une bonne partie des locuteurs natifs, qui se retrouvent en fait dans des fonctions subalternes d'interprètes adjoints, le mot m'échappe, auxiliaire, voilà, et qui se voit bloquer l'accès au poste de titulaire, notamment puisqu'on exige d'être naturalisé français, ce qui est une procédure lourde et qui en plus est une procédure qui implique de sortir des juridictions musulmanes et donc qui implique d'être considéré comme un apostat par sa communauté d'origine. Des mécanismes relativement comparables sont à l'œuvre dans les métiers de l'enseignement, où soit des exigences en termes de niveau de français, soit de statut juridique, soit, des mécanismes d'exclusion dus à la cooptation, en fait, les mécanismes d'exclusion à l'œuvre dans la cooptation des enseignants et des enseignants-chercheurs excluent de fait une bonne partie des locuteurs natifs, des Algériens. Donc on a deux exemples qui sont intéressants. Celui de Mohamed Souhallah, qui est qui est répétiteur à l'école normale d'Alger, qui a rédigé lui-même un manuel d'arabe dialectal algérien, et qui, malgré une thèse de doctorat, se voit barrer l'accès à l'enseignement supérieur par les professeurs de l'université d'Alger. Un autre cas est intéressant, mais je vais peut-être accélérer, c'est celui de Taleb Abdeslam, dont on voit dans la correspondance avec Basset qu'il s'efforce d'entrer dans une trajectoire quasiment d'assimilation. Il essaye de passer du temps en milieu français pour apprendre mieux le français. Il étudie à l'école supérieure d'Alger et il se voit malgré cela barrer la voie de l'enseignement supérieur. Tout ça aboutit, c'est très intéressant, à une grande homogénéité en fait de ces interlocuteurs algériens de Basset qui sont tous passés par des cursus européens ou par des cursus mixtes, c'est-à-dire par ces écoles destinées aux élèves algériens, mais qui sont quand même des écoles françaises. Aucun n'est issu uniquement de cursus vernaculaires. Et la voie royale pour entrer dans l'école des lettres, pour les quelques Algériens qui y parviennent, c'est l'école des lettres, ce sont ces institutions d'enseignement supérieur françaises. Donc on a un groupe qui est socialement et académiquement extrêmement situé, et aussi géographiquement, puisque vous voyez que c'est l'exact inverse de la carte, de la répartition des populations algériennes. Les Algériens qui accèdent à ce monde des études arabes vivent dans les centres de colonisation. Ils ne vivent pas là où vivent la majorité des Algériens. Donc, malgré tout, un monde d'exclusion très fort. Et dans ce petit monde d'élus des études arabes,
leur visibilité est très variable en fait selon les moments, et je finirai sur ce point. Une visibilité sous contrôle. Alors une première visibilité qu'on observe comme un peu croissante à la fin du 19e, puisque, Marie le mentionnait tout à l'heure, au tournant du siècle, les savants de l'école d'Alger, pour des raisons scientifiques, de scientificité de leurs propos, prennent de plus en plus le soin de mentionner leurs informateurs. Donc on a des notes de bas de page, des remerciements, des préfaces qui permettent de savoir qui ont été les informateurs de William Marsay et d'autres. Et une bonne partie de ces informateurs, on les retrouve dans la correspondance, puisque ces gens se tiennent tous. Ce sont souvent des élèves ou des enseignants, des médersas, des répétiteurs qui ont aidé l'un ou l'autre et qui aident aussi Marsay, par exemple, pour son travail de dialecte. Dans le domaine éducatif aussi, la visibilité des Algériens est variable et elle est souvent fonction d'opportunités politiques. Et Alain a montré là dans son livre que les élites de la colonie, les administrateurs, les politiques ne s'accordent pas sur ce point. Donc par exemple, j'évoquais tout à l'heure Ben Abdelrahman, qui est professeur de collège à Tlemcen, qui ensuite devient professeur au lycée d'Oran, donc qui lui est un Algérien, et qui est un des rares enseignants algériens qui s'habille, qui porte un costume dit traditionnel, et qui a conservé son statut musulman. Et lui, il obtient une chaire au lycée parce que, à ce moment, le gouvernement général cherche à mettre en avant des enseignants algériens visibles. Ce choix, qui fait débat au rectorat, est sans doute à rapporter au contexte donc de la compétition autour du Maroc au milieu des années 1900, qui pousse les dirigeants de la colonie à mettre en avant, c'est assez connu, une politique musulmane de la France qui serait bienveillante envers les Algériens. Ce même moment, c'est celui du congrès des orientalistes d'Alger, où là aussi, un certain nombre d'acteurs algériens sont mis en avant dans le comité d'organisation, dans le comité d'honneur, et quelques-uns participent, même s'ils sont peu nombreux. La figure en fait, qui est la plus mise en avant à cette époque, je finirai là-dessus, avant ma conclusion, c'est la figure de Mohamed Ben Cheneb, qui est alors en réalité assez peu présente dans la correspondance de Basset parce qu'ils vivaient tous les deux à Alger, ils n'avaient pas besoin de s'écrire, mais qui jouit d'une reconnaissance vraiment très forte dès les années 1900 et qui va aller croissante. Il est, vers 1900, professeur à la Médersa d'Alger. En 1927, il sera le premier Algérien, le premier musulman à obtenir une chaire à l'université d'Alger. Et cette reconnaissance est tout à fait exceptionnelle. Ce qui est aussi exceptionnel, c'est que ce n'est pas qu'une reconnaissance française. Donc il est reconnu des orientalistes, il publie dans les revues orientalistes, mais c'est une reconnaissance internationale. Il correspond aussi avec Goldsmith, avec tous les plus grands. Il publie dans l'Encyclopédie de l'Islam. Et puis c'est une reconnaissance aussi des milieux lettrés, savants, arabes. Donc on a un homme qui est vraiment à cheval entre deux scènes intellectuelles, ce qui peut expliquer en bonne partie sa promotion, puisque les autorités coloniales ont eu à cœur de promouvoir une personne à même de faire le pont entre les élites savantes européennes de la colonie et les élites aussi lettrées arabes d'Alger. Je n'entre pas dans les détails, mais c'est tout à fait son cas est tout à fait éloquent. Donc on a une présence d'Algériens, vous voyez, qui est discernable dans une multitude d'institutions, à un peu toutes les étapes de la fabrication des travaux orientalistes, d'études arabes de l'Algérie coloniale, mais en même temps une structuration qui est à l'image de la société coloniale, extrêmement hiérarchique, et dans laquelle les contributeurs algériens ne sont visibles que ponctuellement, pour peu que leurs confrères ou que leurs patrons européens le veuillent bien. Et si on creuse un peu ce qu'on a fait économiquement, ils sont aussi dans une position assez fragile. Pardon, j'ai oublié mes belles illustrations. Donc ce beau portrait de Mohamed Ben Cheneb
que nous a confié, enfin, dont le petit-fils Hedi, ici présent, nous a confié donc un scan de cette photo. En conclusion, peut-être quelques points donc, pour reprendre voilà, ce moment très fort d'essor des études arabes qui se fait en Algérie à la faveur de la conquête, de façon d'abord parfois un peu improvisée, puis de plus en plus institutionnalisée, et surtout avec, d'un point de vue épistémologique, un effet marquant qui est vraiment l'entrée des parlers arabes maghrébins dans la linguistique telle qu'elle se pratiquait en Europe à l'époque, donc dans la linguistique comparée, à peu près, alors avec un petit décalage, le berbère, les parlers berbères y entrent d'abord. Deuxième élément, si cet univers, je vous l'ai dit, est très hiérarchique, il ressort nettement que le savoir produit par les savants de l'école d'Alger à partir des années 1880 n'est pas un savoir de cabinet, c'est vraiment un savoir de terrain, et un savoir de terrain dans lequel les locuteurs natifs jouent un rôle essentiel, même s'il n'est pas forcément mis en avant. Et ce qui il me paraît intéressant de conclure sur les effets de contamination, ou en tout cas sur le fait que les savoirs produits par ces orientalistes ne sont pas étanches aux savoirs vernaculaires, et qu'il y a vraiment des passages nombreux entre les deux. Alors, tout d'abord, un certain nombre des savants, des savants algériens, des lettrés algériens qui ont participé à cette entreprise scientifique étaient simultanément investis dans les mondes savants, les mondes lettrés musulmans algériens. Donc de nombreux Algériens qui ont contribué au Mobachar, ce journal bilingue dont parlait Alain, ou bien Mohamed Ben Cheneb et son entourage en témoignent. On peut penser aussi à ce Ibn Zakri sur lequel Kamel Cheshwa avait travaillé, un livre qui s'appelle L'Islam Kabyle, qui avait été publié chez Maisonneuve au milieu des années 2000, quelque chose comme ça, et qui montre un traité sur la réforme des Zaouïas de Kabylie fait par un interlocuteur de Basset. Enfin, dernier effet, c'est la postérité de l'œuvre de l'école d'Alger, et notamment des Algériens qui y étaient impliqués, qui ont joué en fait post-mortem un rôle d'intermédiaire entre ces savoirs orientalistes et les savoirs nationalistes produits après les indépendances, et même déjà avant. Donc on peut penser là encore à Ben Cheneb, qui dialogue avec les membres de l'association des oulémas dans les années 1930, et qui, à sa mort, reçoit un vibrant hommage de la revue de l'association Esh-Shihab. Quelques décennies plus tard, dans l'Algérie indépendante, si sa figure ne fait pas toujours consensus, elle est tout de même au cœur de la constitution d'un patrimoine savant national. Il sert presque de passeur des savoirs de l'école d'Alger qui, eux, ceux faits par les Européens, souffrent d'un opprobre assez fort, mais Ben Cheneb joue le rôle de passeur. On peut penser enfin à d'autres figures, comme des agrégés d'arabes marocains et tunisiens qui ont joué un rôle important dans les mouvements nationaux dans les années 40, 50 et dans la construction des systèmes éducatifs de ces pays après l'indépendance, le plus connu étant Ahmed Messaadi, donc agrégé d'arabe, je pense, à la fin des années 30, membre du Néo-Destour, secrétaire général de l'Union générale des travailleurs tunisiens, et qui, après l'indépendance, deviendra ministre de l'Éducation nationale. Donc on a là tout un héritage partagé qui est extrêmement intéressant et qui nous invite à ne pas penser savoir orientaliste d'une part et savoir orientaux, si je puis dire, savoir musulman de l'autre, comme des entités étanches les unes aux autres, mais au contraire comme des savoirs co-construits, ce qui répond en partie aux questions que j'avais posées en introduction, et notamment à l'interpellation du Cheikh Aïssa de Guerrara. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute patiente, et nous tenons à votre disposition pour les questions. Merci. Je tiens vraiment à vous remercier pour justement la présentation justement de vos œuvres, parce qu'elles sont fort inspirantes et elles me donnent des pistes de réflexion, parce que je mène une recherche en fait sur les ELCO,
Et donc, justement, en fait, j'essaie de comprendre, en fait, pourquoi on a, dans le cadre des ELCO, donc l'enseignement de langue et culture d'origine, en France, dans le cadre des accords bilatéraux entre les pays d'origine et la France, pourquoi on a privilégié l'arabe standard, alors qu'on avait une connaissance, en fait, justement des variétés d'arabe, et en l'occurrence des dialectes, et qu'on voit que l'une des raisons des politiques linguistiques, en fait, dans le cadre de ces accords bilatéraux, du côté français, c'était de faciliter le retour de ces enfants immigrés, en fait, dans la société algérienne, marocaine, tunisienne. Excusez-moi, je suis malade. Et donc je me pose la question, en fait, de pourquoi, en fait, avoir fait le choix, enfin, du point de vue français, de l'arabe standard plutôt que l'arabe dialectal. Donc je pars d'une hypothèse qui est plutôt la langue de scolarisation. Donc pour retourner au pays, l'arabe standard étant la langue qui a été choisie pour les politiques d'arabisation. Mais en même temps, j'émets une autre hypothèse qui est est-ce que ce ne serait pas une façon aussi de, entre guillemets, d'empêcher une réelle réintégration des enfants, en fait, d'immigrés dans les pays d'origine et de pouvoir finalement s'inscrire pleinement dans une intégration française. Voilà. Bon, la deuxième hypothèse reste ce qu'elle est. Mais en tout cas, je me pose la question de pourquoi ce choix compte tenu de l'ensemble des informations que nous avons sur les variétés de langue. Merci beaucoup. Tu veux ou non alors, merci beaucoup pour votre question. En fait, ce qui fait écho alors à des débats dont on n'a pas eu le temps de parler, mais cette question de quelle langue enseigner et de la hiérarchie, des jugements de valeur portés envers les parlers du Maghreb, et c'est un peu le serpent de mer de toute la période coloniale et encore depuis. Je pense dans le cas que vous évoquez, enfin je sais pas, je suis un peu sceptique sur la volonté d'empêcher une réintégration. Je dirais qu'il y a plutôt, c'est plus facile de trouver des enseignants pour l'arabe standard, puisque en fait, les enseignants d'Alco viennent du Maghreb, et au Maghreb, on n'est pas formé à enseigner les parler. La deuxième chose, c'est, j'imagine, le modèle de la scolarisation au Maghreb, où on apprend l'arabe standard, on n'apprend pas l'arabe dialectal à l'école. Et du coup, vous le dites, c'est en effet pouvoir être réinséré dans les écoles. Et puis, peut-être quand même que du côté de l'inspection générale et des cadres en France, il y a quand même une vision un peu hiérarchique de la langue arabe qui met, voilà, c'est juste une hypothèse, mais qui met quand même le fosha, le littéral au-dessus des dialectes. Voilà, moi, c'est les trois éléments de réponse que j'ai. Je sais pas si... Je pense qu'en fait, il y a en effet une grande dévalorisation des parlers, en fait. Je pense qu'il était particulièrement net dans les années 70, donc qui joue, et donc aussi un rapport à la langue. Donc il fallait déjà former. Enfin, on n'a pas formé des enseignants à l'enseignement de la langue parlée. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de réflexion, en tout cas de volonté politique de ce point de vue-là, je pense, et assez partagée sans doute des deux côtés. Enfin, après, il faudrait, c'est vous qui allez étudier, qui allez pouvoir voir les choses en interrogeant les acteurs qui sont. Est-ce qu'il y a eu des débats Ça, je ne sais pas. J'imagine que les parents d'élèves aussi n'ont pas envie que leurs enfants soient formés en dialecte. Oui. Vous avez mentionné l'école normale d'instituteurs de Bouzaré. Alors, pendant la période sur laquelle vous avez insisté, il y avait deux établissements. Il y avait le cours normal d'instituteurs pour indigènes et l'école normale pour les Européens et les naturalisés qui devenaient de plus en plus nombreux. Et ça a duré jusqu'en 1924. Et c'est ce qu'on appelait le cartel des gauches qui a obligé à la fusion. Et il restait l'autre fusion à faire dans les écoles
les écoles où enseignaient les diplômés, c'est les classes A et les classes B. Il aura fallu attendre 1949 l'arrivée de quelqu'un que vous aurez pu citer, c'est le Hajj Sadour, qui a été reçu à l'agrégation d'arabe la même année que Mahmoud el-Messaadi. Il n'était que 2 cette année-là. Et donc, si vous voulez, c'est un problème de détail et de précision. Ce n'est pas le cœur de votre livre ou de l'exposé, puisque l'école normale d'instituteurs n'a pas fourni beaucoup d'arabisants. Ils étaient chargés de la mission de conquête morale, comme dit Guy Pervilliers. Donc voilà. Maintenant, je ne peux pas répondre à cette question, mais j'ai juste un point sur la politique arabe de Dominique Luciani, qui a cessé après la Première Guerre mondiale, où Augustin Berg, dont le rapport a fini par être publié, le rapport de 1932, il reconnaît qu'après le départ de Luciani, le gouvernement général a opté pour une politique berbère. Berbère au sens large, c'est-à-dire promotion des parlers locaux, et aux dépens de l'arabe classique. Et Augustin Berg insiste là-dessus, parce qu'il lui semblait que c'était la raison de la création de l'association des ulama, qui, elle, voulait affirmer les droits de l'arabe classique. Merci, Monsieur Selam. Oui. Alors, comme on s'est arrêté dans les années 20, on n'est pas été jusque-là, mais évidemment, on aurait pu parler notamment du décret de 1931 qui fait de l'arabe une langue étrangère dans l'Algérie. Et en effet, l'entre-deux-guerres est un moment de durcissement de ce point de vue. Bonsoir, merci pour votre intervention. J'aimerais rebondir sur une question peut-être marginale ou périphérique concernant la cristallisation de l'identité berbère comme peut-être opposition, de sorte à créer un antagonisme avec les identités arabes locales. Et est-ce que vous avez constaté une forme un contre-projet, on pourrait dire un projet qui va venir contrebalancer l'arabe standard par un projet de standardisation des parlers berbères? Je pense aux travaux en l'occurrence de Ramzi Louiri, entre autres de Hani Eznef, sur l'idée d'une production d'identité berbère, mais qui va venir contrebalancer une identité arabe, mais par le biais de la langue, par le biais d'une standardisation des différents parlers locaux, où on sait qu'il n'y a pas forcément de phylum au niveau... il n'y a pas forcément d'intercompréhension. Donc voilà, est-ce que vous avez une piste à ce niveau-là? C'était juste ma question. Merci. Alors, merci beaucoup. Et puis ça fait écho à ce qu'évoquait M. Selam. Alors, de fait, il y a une politique. Alors, on n'a pas parlé là comme c'était sur les études arabes, mais dans le livre, on parle beaucoup des études berbères, puisque Basset est celui qui les a instituées en Algérie. Alors il y a une politique très volontariste de description des différents parlers berbères, systématique à partir des années 1880, bien avant les parlers arabes, enfin 2 décennies avant. Ensuite, alors nous on n'a pas trace d'une politique de standardisation de ces parlers berbères. Là pour le coup, non, on est plutôt dans un travail de philologue, de linguiste qui entre dans des descriptions extrêmement fines et qui s'attachent plutôt au contraire à valoriser et à étudier les multiples variations. Et il me semble qu'il n'y a pas d'équivalent, parce que chez Desparmet, il y a une tentation de produire un arabe dialectal un peu standardisé, mais en berbère, je ne crois pas qu'on ait l'équivalent dans les manuels. Mais moi, pour Desparmet, cette idée de standardisation, moi, c'est lui-même qui l'affirme. Ouais. Mais sceptique. Oui, je suis un peu sceptique parce qu'en fait, il y a quand même l'idée de l'authenticité. Donc, en fait, il y a quand même beaucoup en tout cas, alors chez Bruno, par exemple, dans cette période-là, c'est l'idée qu'il faut apprendre des parlers qui sont authentiques. Alors,
Et donc, peut-être dans un second temps, mais contre justement une sorte d'arabe médian qui est vu comme une langue artificielle. Donc, c'est pour ça, enfin, c'est peut-être, je ne sais pas si le terme, même s'il l'utilise, donc je... Il utilise les deux, parce qu'il insiste aussi beaucoup sur l'authenticité. Oui, enfin, moi je voyais plutôt ça. Oui, et de la même manière qu'on a une volonté de produire des nouveaux manuels au début du siècle, on a la même chose, enfin, sur le modèle justement du manuel de Desparmé, il y a un manuel de berbère qui est fait par Boulifa, c'est ça, qui est fait par Boulifa quelques années plus tard. Donc vous avez cette même volonté de produire des instruments pour la pédagogie mise à jour qui intègrent les recherches récentes et tout ce qui a été mené sur le Maghreb, mais on n'a pas cette même prétention, volonté de standardiser. En tout cas, on ne l'a pas remarqué en tant que tel. Et peut-être ce qu'on pourrait dire, c'est qu'en fait, là, après, c'est la question scolaire. C'est-à-dire que pour Desparmé, c'est l'idée justement de s'appuyer sur des parlers authentiques. Donc, il n'y a pas une volonté de standardiser, à mon sens, mais il est bien obligé d'avoir un manuel qui soit utilisable, généralement. Et donc là, ça a un effet, ça a un effet qui peut être un effet identitaire aussi pour le berbère, peut-être. Et sur le berbère, bon, il faudrait reprendre le dossier plus précisément, mais moi, ce qui me frappe, c'est surtout, en fait, c'est avoir séparé les études arabes des études berbères et berbères des études arabes. Là, il y a un effet épistémologique très net, c'est-à-dire que ça empêche d'être attentif à tous les chevauchements de cultures qui étaient en fait profondément bilingues, mélangées. Les berbérophones étaient formés au Kouteb, à l'arabe, etc. Donc ça, oui, là, il y a certainement un effet épistémologique dans un premier temps et politique ensuite. Ça, oui. Et qui perdure, même scientifiquement. Bonjour. Alors, moi, j'ai juste une question concernant les travaux qui ont été menés par Monsieur René Basset, dans le cadre de sa volonté, en fait, de recueillir et relever les différents types d'arabe parlé. Vous avez évoqué des méthodes d'expédition sur le terrain. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez des exemples concrets des méthodes qui ont été employées justement pour récolter ce type d'informations? Quel type d'approche avait-il avec le peuple local et autres façons, en fait, justement, de recueillir ce type d'informations? Alors, oui, on s'est intéressé beaucoup à ça. Alors, avec cette nuance que Basset ne travaille pas lui-même directement sur les parlers arabes. En fait, il travaille sur les parlers berbères, et en arabe, il travaille sur du classique. C'est un spécialiste de poésie et de littérature, disons. Il a travaillé beaucoup sur la poésie dite anté-islamique, et puis aussi sur les Mille et une nuits. Ensuite, sur les méthodes de recueil, on a travaillé, et ce qui est très intéressant, c'est que ces méthodes évoluent beaucoup, en fait, entre les années... le début de la carrière de Basset et le début du XXe siècle. Donc entre les années 1870-80 et les années 1900-1910, on a une progressive élaboration de méthodes d'enquête et un changement quand même assez net du rapport aux interrogés, avec peut-être juste je donne un petit exemple et après je donne la parole. On avait travaillé avec Anna Damon, c'est elle qui a travaillé dessus d'abord et on l'a repris dans le chapitre, sur une expédition de Basset au Mzab et à Ouargla en 1800, alors je ne sais plus si c'est 83, et où là il écrit à sa mère et il lui raconte comment il enquête. Alors il se met un peu en scène, il aime bien fanfaronner auprès de sa mère. Et notamment, il raconte comment il a fait venir auprès de lui un certain nombre de locuteurs de parler berbères locaux, mais aussi de parler touareg et de parler même de la zone du Sahara et du Sahel plus au sud, à Ouargla. Et donc, il décrit la façon dont il est, lui, assis sur une chaise, je crois, avec une table, et eux sont assis par terre autour de lui, et il recueille les textes. Donc là, on a, vous avez une certaine idée du rapport hiérarchique dans lequel ça se fait, mais c'est des choses qui évoluent, notamment ce terrain et les autres terrains de Basset dans les années 80, donc pour le berbère, sont des terrains extrêmement rapides. Il va très 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 vite, et puis quand il n'a pas le temps d'y aller lui-même, il se débrouille pour récupérer des textes, donc il n'y a pas une méthodologie extrêmement nette comme on l'attendrait aujourd'hui. Mais les choses évoluent.
Oui, alors donc la méthodologie se raffine au tournant du siècle, aussi à mesure que se constitue ce groupe et que Basset peu à peu donne des conseils à ses disciples et à ses élèves. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné, Basset, en fait, il a plus le temps d'aller sur le terrain parce qu'il a des fonctions administratives importantes qui lui laissent peu de temps pour sa recherche scientifique, parce qu'il a une famille et donc peu à peu, ce qu'il va mettre en place, en fait, c'est une espèce de drainage, de collecte de l'information par l'intermédiaire de son réseau à l'échelle de la colonie, puis même du Maghreb. Et en fait, on a remarqué de ce point de vue-là l'importance centrale de la correspondance. Donc nous, au départ, la correspondance de Basset, on l'utilisait comme une source. Donc là, c'est super, on a une source très intéressante qui va nous montrer un peu les coulisses de la collecte, comment les individus procèdent. Et peu à peu, on s'est rendu compte qu'en fait, sa correspondance, c'était un instrument de la collecte. C'est-à-dire qu'il a donc ses disciples qui sont un petit peu partout, des élèves qui, par exemple, sont en train de préparer un diplôme, un brevet, qui travaillent au fin fond de l'Algérie et qui lui envoient des exercices à corriger. Et lui, en échange, il demande est-ce que vous pourriez pas me chercher ça qu'est-ce que vous avez trouvé? Et donc, il récupère comme ça des informations qui viennent de l'ensemble de l'Afrique du Nord, donc en Algérie, puis ça s'étend, il y a des choses en Tunisie, puis dans un second temps, au début du XXe siècle, au Maroc. Et donc, il collecte l'information, il draine l'information à distance par l'intermédiaire de sa correspondance. Et donc, il peut s'appuyer sur des instituteurs, des interprètes, des administrateurs, etc. Et tu veux dire un mot sur... Non, mais je voulais dire un dernier tout petit mot, c'est quand même que c'est à Alger que s'élaborent les travaux de Marcel Cohen, qui donc à la fin des années 1910 fait un travail sur le parler des Juifs d'Alger, et où là on a progressivement un changement épistémologique fort et l'émergence de ce qui va devenir la sociolinguistique, qui est beaucoup plus sensible, alors qui n'est plus en quête d'un parler pur qui témoignerait d'une langue originelle, mais qui s'intéresse plutôt au contact de langues, aux variations. Alors, le manuel de Marcel Cohen, c'est dans les années 20, par contre, son manuel de méthode, c'est un peu plus tard. 27. Et alors, bon, c'était un peu un serpent de mer de notre recherche. On a essayé désespérément de trouver des traces de Marcel Cohen dans la correspondance, de voir s'il n'avait pas rencontré Basset et tout, et on n'a trouvé aucune trace. Donc peut-être que Marcel Cohen a élaboré tout ça sans vraiment l'aide de Basset. Par contre, on sait qu'il était en lien avec Marseille. Et donc c'est probablement plutôt par les travaux autour des travaux d'arabisants de Marseille que se passe quelque chose de ce point de vue-là. Merci beaucoup pour cette conférence et puis pour l'écriture de l'ouvrage. Je pense que, en tout cas, moi, je l'attendais. Et j'avais une question qui rejoignait complètement la question posée précédemment sur la question de la récolte de ces parlers vernaculaires. Et notamment, si vous aviez pu retrouver des traces, des réactions de ces indigènes face à ce qui est quand même une immixtion de ces lettrés français qui arrivent dans des espaces, je pense, assez reculés, des espaces ruraux. Donc voilà, si vous aviez des traces dans les correspondances, par exemple, de Basset, mais aussi la deuxième question qui rejoint la première, c'est quel est l'impact possible, si vous avez réussi à trouver la réponse à cette question, l'impact de la récolte sur sur la récolte en elle-même, c'est-à-dire l'impact de cette situation de domination sur la récolte en elle-même de ces dialectes. Est-ce qu'il y a des retenues de la part des indigènes? Et je pensais notamment, moi je pensais beaucoup à la poésie récoltée par Desparmet, mais c'est une question beaucoup plus large que ça. Merci. Alors, merci beaucoup Sarah pour ta question. Alors, moi, j'ai pas souvenir de traces directement concernant les récoltes de textes
puisque bon, c'est des langues parlées, mais les traces qu'on en a, ce sont des textes. Alors, tu es la bienvenue pour venir voir de plus près, à la fois parce que énormément de ces textes sont aux archives de l'EHESS, et puis les lettres aussi. En revanche, je peux te répondre, peut-être c'est un petit détour, mais on a des traces nettes de la réaction d'un shir à qui Basset voulait prendre ses manuscrits, par exemple. Donc là, c'est à Kenatsa, 1904, 1905, je ne sais plus exactement. Et c'est très intéressant parce que donc c'est un géographe de l'école d'Alger qui est dans les bagages de l'armée française au moment où elle grignote le Maroc, qui repère dans la zaouïa de Kenatsa des manuscrits intéressants qui pourraient être intéressants pour Basset. Notamment, il y a un commentaire sur la poésie anté-islamique. Et donc, il prévient Basset. Basset a un élève, un ancien étudiant qui est interprète militaire là, et du coup il lui écrit pour lui dire d'aller voir, de demander au shir un inventaire. Et Mercier, l'interprète, répond à Basset, donc il rend compte de ses démarches, et il dit que le shir ne s'intéresse pas à tout ça et qu'il préfère qu'on lui parle des sous-marins, des tramways électriques, je sais plus quoi, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que là où nos savants sont en quête d'une Algérie éternelle, en fait non, le shir il s'intéresse à la modernité. Donc peut-être qu'il est étonné qu'on s'intéresse à ces vieilleries. Et d'ailleurs l'échange se solde, l'affaire se solde par un échange. Basset propose une très très bonne affaire au shir puisqu'il lui offre des livres imprimés. Et le shir est très content d'avoir des livres imprimés et laisse ses manuscrits. Donc après, est-ce que j'imagine que toi, tu attends plutôt des situations de résistance. J'ai pas à l'esprit des traces, mais on n'a pas vu tout de façon exhaustive. Ensuite, sur les biais que ça peut induire dans ce qui est récolté, là aussi, je te réponds par un détour. Moi, j'avais été frappé dans ma thèse en travaillant sur une chronique faite par un shir ibadite du Mzab à la demande d'Émile Masqueret, le prédécesseur de Basset à la tête de l'école des lettres. Et le shir il se met à donner des dates de fondation, par exemple, alors que normalement dans les récits de fondation on ne donne pas de date. Donc il y a un certain nombre d'informations un peu dont on voit qu'elles sont là sur commande et qui sont devenues du savoir vernaculaire ou qui sont devenues authentifiées. Maintenant on trouve les dates dans l'encyclopédie de l'islam, etc., alors qu'elles ont probablement été tout à fait inventées sur le moment. Il faudrait voir dans ce qui est les poésies aussi. Je ne sais pas si vous vouliez compléter. Non, moi je voulais un peu aller dans ton sens en répondant de manière détournée, c'est-à-dire que la collecte des parlers, elle se fait de deux manières, soit par conversation, donc les savants font une conversation, demandent de répéter, puis notent, soit parfois ils demandent de composer, par exemple, de composer des chansons, de composer des poèmes. Et donc là, on voit que leurs interlocuteurs, en l'occurrence, s'exécutent, puisqu'ensuite ils reviennent avec ça, puis ils les envoient à Basset. Donc ça répond pas vraiment à votre question, mais ça montre quand même que, là, de ce point de vue-là, il y a une participation de ces interlocuteurs au savoir que sont en train de construire ces orientalistes. Et peut-être un dernier mot là-dessus, qui est sur un point que je trouve très intéressant, c'est que quand on regarde il faudrait le faire de façon plus systématique, mais les textes berbères récoltés par Basset, c'est vraiment frappant de voir comment, en fait, ils sont quasiment tous, ou en tout cas dans la décennie 1880, écrits en caractère arabe. Donc il y a vraiment, je pense qu'il y avait quand même une habitude, une facilité beaucoup plus grande à écrire tout ça en caractère arabe, et qui là encore va dans le sens de ce que je disais, la séparation un peu artificielle que les deux champs, études arabes, études berbères, ont produite progressivement entre des cultures qui étaient extrêmement entremêlées. On s'arrête là. Oui. Alors, merci beaucoup.